J'ai l'habitude de vous dire que le bac ne se repose pas tout simplement sur la restitution. Les gars, vous n'avez jamais entendu un bac où on demande de réciter la leçon et de décrocher le bac. Si c'était ça, l'élève n'a qu'à rester chez lui et essayer d'accumuler tous les leçons. J'ai commencé avec l'année 1945. Je vous ai montré que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, il y a des informations comme le discours de Fulton de Winston Churchill qui ne fait qu'aggraver la situation de l'enfant. J'ai mentionné aussi la crise de Grèce dans le contexte international. Mais je voulais donner l'Union française qui initie la 4e République. Là où, en Afrique noire, chaque colonie doit amener deux représentants. Au Sénégal, on avait Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye comme des députés à l'Assemblée nationale française. Tous les deux membres de la SPO, ils se sont battus jusqu'à ce que le Sénégal devienne un territoire d'outre-mer avec ce qu'on appelle la loi Lamine Gueye qui supprime le code de l'indigène. Vous pouvez tomber sur un texte qui parle de l'année 1946. On vous demande de dégager le contexte en analysant deux événements. Voilà des événements sur l'année 1946. En 1947, si on a un texte, on nous demande de dégager le contexte historique en analysant deux faits. Il y a le 12 mars qui correspond à la doctrine Truman permettant d'annuler le communisme. On aura le 5 juin qui correspond au plan Marshall qui matérialise les faits de son président en proposant une aide matérielle et financière. Mais on a aussi le 22 septembre avec le rapport Gidanov qui établit la bipolarisation du monde. On a l'année 1948. Là où il y a le 24 juin, 12 mai, qui correspond au bloc comme information, mais là où on a octobre 1948, Léopold Sédar Senghor a très tôt compris que la SPO est un parti bourgeois, il démissionne de la SPO et allait créer avec Mamadou le PDS. Vous faites sur l'histoire du Sénégal. Voilà les informations. Mais n'oublions pas qu'en 1949, nous sommes dans le contexte des relations internationales, mais c'est l'époque où le communisme a pris une dimension internationale avec la victoire de la Chine de Mao au détriment de la Chine de Chiang Kai-shek. Entre 1950 et 1953, on a aussi la guerre de Corée. Là où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Mais on peut donner aussi la mort de Staline qui change les données mondiales parce que n'oublions pas que la mort de Staline coïncide avec l'arrivée de Eisenhower au pouvoir et ces deux personnes vont entreprendre la coexistence pacifique lors du 20e congrès de l'Union soviétique, lors du 20e congrès de l'Union soviétique. Mais n'oublions pas qu'en 1954, regardez les événements qui se sont passés. Ça coïncide avec la coexistence pacifique. Un lit, deux rêves. Deux ennemis s'apprêtent à vivre dans la paix et dans la sécurité, tout en excluant les oppositions et les différences. Dans cette perspective, on a les accords de Dien Bien Phu, qui signifient la fin de la guerre d'Indochine. On peut donner aussi le début de la guerre d'Algérie sur la décolonisation en Algérie. Parce qu'en Algérie, le nationalisme s'est d'abord structuré par quoi? Par le mouvement religieux avec Ben Badis. Maintenant, qui luttait contre l'assimilation. Il y avait le mouvement ouvrier avec Messali Hadji, dont après 1945, il devient mouvement pour la triomphe des libertés démocratiques. Mais on peut donner aussi l'œuvre des élites comme Farah Abbas, qui lutte pour une complète égalité entre les pieds noirs et les musulmans. Mais dans cette même perspective, on a la guerre d'Algérie en 1954 qui coïncide avec la création du Front de libération nationale. Et maintenant, qui va porter le combat. Maintenant, ainsi, en 1955, on a la conférence de Bandung. La prise de conscience des pays du tiers-monde, mais aussi le fait d'être neutre sur les blocs. On peut citer l'année 1956. On a la crise du canal de Suez. Dès que Gamal Abdel Nasser avait nationalisé le canal, parce que les Européens avaient bloqué les financements du barrage d'Assouan. La coalition franco-britannique aidée par l'Israël voulait récupérer le canal. Et qu'est-ce qui s'était passé à un certain moment? Gamal Abdel Nasser alla chercher l'aide de l'URSS qui demande aux États-Unis de dire à ses alliés de se retirer du canal de Suez. Mais en 1956 aussi, on a la loi cadre.
Parce que la France a engagé une guerre en Algérie. La France doit régler la question de l'Afrique de l'Ouest. Gaston Defferre avec Antoine Houphouët-Boigny, qui était prêt à mettre sur place la situation territoriale, ont divisé et ont disloqué les fédérations parce qu'on avait l'AOF créé en 1895, l'AEF créé en 1910 et le Madagascar créé en 1897. Dans cette même optique, l'année 1957, c'est l'année où il y a le lancement des premiers satellites soviétiques appelés Sputnik. Mais c'est l'année où Mamadou Dia, lors de la loi cadre, on a dit que chaque colonie était dirigée par un pouvoir exécutif, dont la présidence était gérée par le ministre de la colonie, mais le vice-président peut être nommé au sein des élus locaux. Le Sénégal avait nommé Mamadou Dia et en 1957, c'est Mamadou Dia qui a transféré la capitale du Sénégal de Dakar de Saint-Louis à Dakar. Dans cette même optique, l'année 1958, le cas de l'Algérie, il y aura la véritable guerre d'Algérie. Mais il y a là une crise ministérielle en France. Il y avait la presse française qui est divisée. De Gaulle est rappelé au pouvoir le 27 mai, mais revenu le 1er juin 1958. Donc le retour de Gaulle au pouvoir met en place la 5e République, mais De Gaulle aussi va mettre en place la communauté et organise le 28 septembre 1958 un référendum. L'exemple du bac 2015. Nature, contenu, date. Nature, référendum. Contenu. Maintenant, non, indépendance totale. Oui, indépendance dans la communauté. Sénégal, oui. Guinée-Conakry, non. Et qu'est-ce qui va se passer? La date, c'est le 28 septembre 1958. Maintenant, 1958, c'est la mise en place. La 1959, c'est la mise en place de la fédération du Mali, entre le Soudan et le Sénégal, qui réclame son indépendance en décembre 1958. Maintenant, l'année 1959, l'année 1960, le 4 avril, la fédération réclame son indépendance. Les accords de l'indépendance sont signés le 4 avril. Ce sont les accords de l'indépendance de la fédération du Mali. L'indépendance est effective le 20 juin 1960. Je parle de l'indépendance de la fédération du Mali. Maintenant, il y aura Modibo Keïta comme président, Léopold Sédar Senghor comme secrétaire général et Mamadou Dia comme vice-président. À cause des oppositions entre Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté l'explosion de la fédération et le Sénégal retient la date du 4 avril comme la date de son indépendance. L'année 1961, c'est l'époque où il y a la construction du mur de Berlin. Le mur de la honte qui sépare la RFA et la RDA. L'année 1962, c'est la date la plus importante de l'histoire diplomatique de l'après-guerre. C'est là où le monde a failli plonger sur une 3e guerre mondiale. On peut avoir comme sujet, en 1962, le monde retient son souffle, il est au bord d'une 3e conflagration internationale. Après avoir relaté les faits, dites en quoi il fut un tournant dans les relations internationales. Parce que, après avoir relaté les faits, on relate les faits de la crise des fusées de Cuba qui a eu lieu en 1962. Quelle est la portée de la crise des fusées de Cuba? C'est la détente. Parce que c'est un climat de méfiance qui existe et dès son lendemain, on lance le téléphone rouge qui assurera la communication permanente entre Kremlin et Maison Blanche en 1963. En 1964, Brezhnev au pouvoir. 65, guerre de Vietnam. Guerre de Vietnam est différente de guerre d'Indochine. Indochine, 54, divisé en deux. Nord, communiste, sud, capitaliste, divisé c'est-à-dire par le 17e parallèle. Alors que quand on parle de la guerre de Vietnam, ça commence à partir de 1965. Dès que le Nord était aidé par le communisme, mais le Sud qui est bien coq, sous la houlette des Américains, et les États-Unis sortent humiliés au Vietnam à partir de 1973. Maintenant, regardez, en 1967, c'est la guerre des 6 jours, comme je l'ai si bien affirmé. Dès que Gamal Abdel Nasser était fort du soutien de l'URSS, il décide de fermer le golfe d'Aqaba par lequel doit passer le pétrole iranien qu'approvisionne l'Israël. Et le général Yitzhak Rabin, général de l'armée israélienne appelé la Sahel, a fait quoi? S'empare toute l'Arabie en récupérant le Jérusalem-Est, une partie de la Cisjordanie, le plateau de Golan, le Sinaï, etc. Mais n'oublions pas qu'en 1970, c'est la mort de Gamal Abdel Nasser, remplacé par Anwar el-Sadat. C'est Sadat qui va porter le drapeau lors de la guerre de Yom Kippour de 1973. Mais en 1972, c'est la visite de Nixon en Chine. Mais en 1973, il y aura trop d'événements.
Brezhnev se rend à Washington, c'est la guerre de Kippour, choc pétrolier. En 1974, c'est la multiplication des régimes communistes dans les différents compartiments du monde qui annonce la guerre froide. Parce que n'oublions pas qu'en 1974, l'URSS c'est pas au niveau de l'Éthiopie. 75, Mozambique. En 1983, c'est ce qu'on appelle la contre-offensive menée par Ronald Reagan, initiative de défense stratégique appelée la guerre des étoiles. En 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir. En 1987, c'est la crise de l'euromissile. L'année 1987 correspond à quoi? Première intifada. L'année 1964, un texte correspond à la création de l'OLP. L'année 1987 correspond aussi à la création du Hamas. Mais n'oublions pas que l'année 1948, c'est la non-ingérence dans les affaires des pays frères. Mais l'année 1989 aussi, c'est la chute du mur de Berlin. En 1990, c'est la réunification de l'Allemagne. Mais l'année 1990 aussi, c'est la deuxième guerre de Golfe. La deuxième guerre de Golfe au Proche-Orient. N'est-ce pas? On a l'année 1991, une fin de la guerre froide. Mais l'année 1991 considère aussi avec les accords de Madrid qui tempèrent optimistes à ceux qui croient, qui donnent l'espoir au Proche-Orient, qu'il y aura un processus de paix. L'année 1993, ça nous renvoie à quoi? Hein? Ce sont les accords d'Oslo. 13 septembre 1993, poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Arafat reconnaît l'Israël comme un État à vivre dans la paix et dans la sécurité. Mais n'oublions pas que aussi l'OLP reconnaît l'Israël comme un État à vivre dans la paix et dans la sécurité. Mais l'Israël reconnaît l'OLP comme le représentant des Arabes à mener des négociations avec lui. Mais si on prend aussi l'année 1982 ici, ça correspond avec la paix en Galilée, appelée communément la guerre de Liban. Là où l'Israël avait demandé aux chrétiens qui se trouvaient au niveau de Beyrouth d'assassiner ou bien de massacrer les camps de réfugiés de Satila et de Sabra. Mais n'oublions pas que en 1995, accord Oslo II ou accord de Tabac, l'année 1995 correspond à la mort de Rabin et ses successeurs tels que Benjamin Netanyahu et Ariel Sharon, tempèrent optimistes à ceux qui croient à la paix imminente au Proche-Orient. Maintenant, regardez bien, les négociations deviennent ainsi, on peut dire, la paix est assassinée. 2000, c'est la deuxième intifada, parce que c'est la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées qui se trouvent à Jérusalem. On peut dire 2001, il a violé les accords Oslo. 2002, c'est l'assassinat des chefs spirituels du Hamas et il a construit un mur en 2003. La mort de Yasser Arafat aura lieu en 2004. Dernière, si je ne me trompe pas, composition L'Imam Moulay, on les a donnés, si je ne me trompe pas, Palestine qui parle sur la résolution 2334. En Palestine, si on a tendance à donner des sujets, ce qui pose énormément de problèmes aux élèves, c'est quoi? C'est deux quoi? Deux événements qui bloquent le processus de paix. Parce que le processus de paix, il y en a Madrid, il y en a Oslo, il y aura Tabac. Et jusque maintenant, la paix est assassinée. Il y a des facteurs qui bloquent cela. Ou bien il y a des événements qui bloquent cela. Et on a tendance à résoudre la question. Regardez la présentation du texte, ce n'est pas compliqué. Mais si vous regardez, quand est-ce qu'on vous demande de dégager le contexte historique? Qu'appelle-t-on contexte historique? Les circonstances qui ont permis à l'auteur d'écrire ce texte. Pour faire un contexte, on a besoin de quoi? Regardez bien, dans le document, c'est illustré. Situé dans son contexte, c'est replacé dans un cadre plus large. On a besoin de la période, l'espace géographique et l'évolution. C'est-à-dire, la situation étudiée se déroule dans quel espace géographique, dans quelle période historique. On prendra la correction du commentaire, correction 2, contexte historique. On peut mettre ce texte s'inscrit. Commentaire historique, ce texte s'inscrit. C'est le texte de Brezhnev, 73. Ce texte s'inscrit dans le contexte de la détente. 73, c'est la détente au sein des relations internationales. Ce texte s'inscrit dans le contexte de la détente. Ce texte s'inscrit dans le contexte de la détente. On nous demande le contexte historique en analysant deux faits. L'événement qui a eu lieu, c'est en quelle année? En 1967.
73. Qui peut me donner 2 événements en 1973? Visite de Brezhnev à Wassin, premier choc pétro, l'un sur la guerre froide, l'autre sur la Palestine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prenez les 2 événements à analyser. Visite de Brezhnev à Washington. Visite de Brezhnev à Washington en juin 1973. Visite de Brezhnev à Washington. Visite de Brezhnev à Washington en 1973. Visite de Brezhnev à Washington. Visite de Brezhnev à Washington en 1973. Visite de Brezhnev à Washington en 1973. Et le premier choc pétrolier qui a eu lieu quand? Le 16-17 octobre 1973. Voilà. Et le premier choc pétrolier. On a 2 événements à analyser. Voilà les questions. Souvent, c'est dégager le contexte en analysant 2 événements ou 2 faits datés de cette année. Regardez. L'autre question, c'est quoi? On nous demande de résumer. Vous le faites en français. Je pense que vous ne pouvez pas faire, durant toute l'année scolaire, cours de français sans faire le résumé. N'est-ce pas? C'est quoi un résumé? Faire un résumé. C'est réduire le texte, n'est-ce pas? On nous demande de réduire le texte, mais il y a des éléments essentiels qu'on ne doit pas omettre. Regardez le texte et je vais essayer de vous donner un résumé. Vous mettez, alors que des accords de coopération sont signés par les 2 grands, alors que des accords de coopération, coopération 2O, alors que des accords de coopération sont signés par les 2 grands, alors que des accords de coopération, alors que des accords de coopération, alors que des accords de coopération sont signés par les 2 grands, virgule, éclate la guerre de Kippour. Vous voyez, je touche partout. Éclate la guerre de Kippour. Éclate la guerre de Kippour. Éclate la guerre de Kippour, qui donnera naissance, éclate la guerre de Kippour, qui donnera naissance, éclate la guerre de Kippour, qui donnera naissance au choc pétrolier, on l'a cité dans le texte, qui donnera naissance au choc pétrolier. Dans l'exercice, pour résumer, qui donnera naissance au choc pétrolier. Point. Cette crise fera du pétrole une arme. Cette crise fera du pétrole une arme. Cette crise fera du pétrole une arme, virgule, bouleversera l'ordre économique, parce que là où il y a de l'or noir, il sera toujours convoité par les superpuissances. L'histoire de la Palestine, vous le comprenez. Toujours l'ONU sera conjointement accompagné par les 2 superpuissances lorsque les pays de l'organisation, l'organisation des pays exportateurs de pétrole avait menacé d'augmenter les prix du pétrole. L'ordre économique mondial pendant longtemps. L'ordre économique mondial pendant longtemps. Voilà. Pour l'examen, parfois on nous demande d'expliquer le ou les passages mis en gras. Oui ou non? Parfois on nous demande ça. Les gars, le bac ne repose pas tout simplement sur la restitution. Le bac ne repose pas sur la restitution. Ah bon? Je vois l'apparition de M. Sougou, un frère, un jumeau, hein, vraiment, qui est toujours au service de l'enseignement. Si vous regardez bien, on a dit, parfois on nous demande d'expliquer le ou les passages mis en gras. Les gars,
les gars, je vous dis, le pacte ne repose pas sur la restitution. Il faut savoir faire la symbiose. Quand on parle des relations internationales, depuis tout à l'heure, je ne parle pas tout simplement de la guerre froide. Je mets choc pétrolier dans le contexte de ce qu'on appelle Brezhnev qui se rend à Washington. Vous regardez, je prends les informations par-ci, par-là pour qu'il y ait des réponses. Parce qu'on parle des relations internationales. Et les relations internationales, que sont la guerre froide et la décolonisation, se déroulent dans le contexte de l'après-seconde guerre mondiale avec le déclin de l'Europe et l'émergence des deux superpuissances qui du non contre la colonisation. Il faut veiller sur ça. Ces deux événements peuvent aller ensemble. Maintenant, on nous demande d'expliquer. Ici, pour le passage mis en grâce, c'est l'année 1973 dans les relations internationales. C'est quoi expliquer? C'est quoi expliquer? Expliquer renvoie à faire quoi? À exposer de manière logique. De manière logique quoi? Les éléments. Exposer de manière logique les éléments, c'est ce que le document a dit. Exposer de manière logique les éléments qui permettent de comprendre les causes, le fonctionnement, les conséquences et mettre en relation des faits. Voilà, je suis en train de mettre en relation des faits entre ce qu'on appelle les relations Est-Ouest et la décolonisation. Le bac est technique maintenant. Ça ne repose plus sur la restitution. Je continue. Prenez la correction. Explication des faits. Expliquer l'année 1973 dans les relations internationales. Elle apparaît comme l'apogée du clément de la détente. Elle apparaît, l'année 1973, apparaît comme l'apogée de la détente. L'année 1973 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 apparaît comme l'apogée de la détente qui régnait depuis la crise de Cuba en 1962. Qui régnait depuis la crise de Cuba en 1962. Qui régnait depuis la crise de Cuba en 1962. Qui régnait depuis la crise de Cuba en 1962. Qui régnait depuis la crise de Cuba en 1962. À la ligne 1 tirée, en juin 1973. En juin 1973. En juin 1973. Brezhnev se rend à Washington. Brezhnev se rend à Washington. En juin 1973. Brezhnev se rend à Washington. En juin 1973. Brezhnev se rend à Washington. En juin 1973. Brezhnev se rend à Washington. Mais aussi dans l'exercice, on a mis 16-17 octobre 1973. 16-17 octobre 1973. 16-17 octobre 1973. Premier choc pétrolier. 16-17 octobre 1973. Premier choc pétrolier. 16-17 octobre 1973. Premier choc pétrolier. Dans l'exercice, on peut mettre en 1973, c'est l'humiliation américaine au Vietnam, comme information sur 73. On peut mettre l'humiliation américaine au Vietnam. L'humiliation américaine au Vietnam. L'humiliation américaine au Vietnam. 1973 correspond aussi à l'humiliation américaine au Vietnam. L'humiliation américaine au Vietnam. Voilà quelques informations qu'on peut expliquer sur l'année 1973. Et il reste à faire quoi? Comme question, la portée. C'est quoi dégager la portée historique? C'est donner les conseils, revient à donner les conseils, les conséquences. Les conséquences immédiates et lointaines, s'il y en a. Maintenant, suivez. Maintenant, le texte a comme portée, on peut mettre à travers ça, le texte est d'une haute portée historique. Le texte est d'une haute portée historique.
le texte est d'une haute portée historique. Si on regarde le texte, ça part de l'année 1973. Nous, le premier choc pétrolier. Premier choc pétrolier engendre quoi? L'augmentation des prix du pétrole de haute portée historique, car le choc pétrolier, et la flambée, fleur à me, bleu, accent aigu, e. Flambée, et la flambée des prix du pétrole, durant le printemps arabe. Durant le printemps arabe. Voilà, comme différentes réponses aux questions. Le travail était colossal, mais aura son importance. Vous avez toutes les informations. Monsieur, je n'ai pas vu les deux événements. Vraiment, élèves, on a toutes les informations face à nous. Les faits rétrogradés sur le plan politique, il restait fidèle aux 4 alliances qui l'avaient aidé à remporter le pouvoir. Sur le plan économique, il va faire une transition de 5 ans sur la voie socialiste appelée communément le plan quinquennal pour faire développer l'industrie lourde et dépasser d'ici 15 ans la Grande-Bretagne. Maintenant, on a dit, comme Mao a essayé, il voulait savoir si son travail est accepté oui ou non. Il avait lancé ce qu'on appelle la campagne des 100 fleurs. On a dit 100 fleurs s'épanouissent et 100 écoles se rivalisent. C'est dans le contexte d'autoriser la libre critique sur le domaine de l'art, de la littérature et de la philosophie pour connaître ses partisans et ses opposants. Mais les intellectuels chinois ont créé des courants capables de remettre en cause l'autorité de Mao. Mao a dépassé cela et a lancé le grand bond en avant. Le grand bond en avant est lancé par Mao en 1958 dans le contexte d'augmenter la production agricole, doubler la production d'acier, répandre les industries dans les campagnes afin de réduire l'exode rural et la famine. On dit que la Chine doit marcher sur ces deux angles. Un État continent comme la Chine, qui fait 9,6 millions de kilomètres carrés, plus de 43 fois plus grand que le Sénégal, avec une population estimée à 1,398,900,000 habitants. Donc, soit 20% de l'humanité mondiale. On vous dit, au moment où Mao était président, la Chine était dans le contexte de la guerre froide, mais la Chine en ce moment avait une faiblesse croissance économique. C'est dans ce contexte aussi où la Chine avait une explosion démographique, c'est-à-dire un boom démographique. Ainsi, dès que la Chine voulait marcher sur ces deux angles, faire développer l'agriculture et en même temps l'industrie, cela tourne dans le fiasco. Parce que l'agriculture a reculé, l'industrie a chuté, la famine s'est installée, causée par quoi? La présence des calamités naturelles, volcanisme, séisme. Il y aura encore quoi? Le retrait des techniciens soviétiques, dû à quoi? À la fissuration des blocs. Parce que la Chine avait des problèmes avec l'URSS. Après la mort de Staline, remplacé par Nikita Khrouchtchev. Qui était Nikita Khrouchtchev? On l'appelait le champion de la déstalinisation et de la coexistence pacifique. C'est quoi déstalinisation? Il faut dényanquiser la classe, effacer les idées de Mussignan. On est déstaliniser, c'est-à-dire effacer l'idéologie de Staline sur la communauté de l'URSS. Ce qui dit Mao dit un adepte de Staline, Mao aimait Staline. C'est pourquoi, lors de la révolution culturelle prolétarienne, Mao avait écrit le petit livre rouge pour montrer sa culture sur le plan militaire, parce que c'est Staline qui avait écrit le livre rouge. Dès que Nikita Khrouchtchev voulait mettre fin à l'idéologie de Staline, maintenant la Chine a contesté cela, et l'URSS voulait montrer à la Chine que nous sommes les maîtres incontestables du monde communiste. On retire nos techniciens et le grand bond en avant, puis le grand bond en échec. La Chine doit réaliser ses objectifs. L'industrie se met sur le devant de la scène, l'agriculture est reléguée au second plan. C'est l'époque où Mao a quitté le pouvoir, remplacé par Lin Shaoqi, comme le dit mon cher collègue en 1959. Maintenant, il y aura la tendance qu'on appelle nouvelle économie politique. Quand on parle de la géographie de la Chine
un géant économique. N'est-ce pas? Puissance agricole, l'immensité du territoire, terre fertile, la Chine, l'atelier du monde, première puissance industrielle, asset de brevets, la licence, la Chine, puissance commerciale, parce que n'oublions pas qu'un pays qui fait 1,398 milliard de personnes est un pays où le marché de consommation est important, mais aussi il y a un fort valeur ajoutée. La Chine, premier partenaire commercial des États-Unis. La Chine, premier créancier des États-Unis. La Chine, une puissance militaire. La Chine regroupe tout cela. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Si on prend par parité du pouvoir d'achat, mais si on élimine le parité du pouvoir d'achat, la Chine peut faire ce qu'on appelle première puissance mondiale. C'est pourquoi on a la tendance entre la Chine et les États-Unis au niveau de ce qu'on appelle la guerre commerciale. Avec l'arrivée de Donald Trump, qui a tendance à élever le coût des marchandises chinois pour les vendre à des prix faibles aux partenaires américains qui se trouvent à l'étranger. La tendance entre la ligne dure, les opposants, Mao fut opposant parce que le pouvoir est récupéré par les réformateurs. Les réformateurs tels que Li Xiaoqi. Mao tentait de les dénoncer. C'est pourquoi on parle de nouvelle économie politique, parce que Mao utilisait le rouge prime sur l'expert. Alors que les réformistes utilisaient l'expert prime sur le rouge. C'est pourquoi il disait, quel que soit les chats sont gris ou noirs, l'essentiel c'est d'attraper les sous. Mao, pour récupérer le pouvoir et aller éliminer ses adversaires politiques, il avait lancé la grande révolution culturelle prolétarienne. Il savait pertinemment que sa génération ne lui fait plus confiance. En 1965, il instrumentalise les jeunes à ses idées, de telle sorte que les jeunes commencent à semer la terreur et l'anarchie dans ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? En 1966, ces jeunes désertent l'école et se lancent dans les rues pour troubler, pour déranger. Et en 1968, il y a la guerre civile qui opposait l'armée du pouvoir dirigée par Li Xiaoqi est ce qu'on appelle l'opposition, qui sera les gardes rouges dirigés de Mao, qui était sous la houlette de Lin Biao, qui était son successeur présumé. Mais la révolution culturelle prolétarienne a permis à Mao de reprendre le pouvoir en 1969, mais d'éliminer ses adversaires politiques comme Li Xiaoqi. Mais on a dit son successeur présumé est mort dans un crash avion en 1971. Mais la Chine aussi a des avantages, parce que la grande révolution culturelle prolétarienne permet à la Chine d'intégrer l'ONU et de signer des traités commerciaux avec le Japon. La Chine, maintenant à partir de 1976, il y a l'inquiétude et le mécontentement. Dû à quoi? Dû à ce que beaucoup de gardes rouges avaient été réamenés dans les camps de rééducation politique et beaucoup de morts avaient été enregistrés lors de la grande révolution culturelle prolétarienne. Il a dit, Zhou Enlai, premier ministre, meurt en janvier 1976. Maintenant, il y a la bande des quatre qui veulent s'emparer du pouvoir, dont les deux plus célèbres sont Wang Haofeng qui dirige le bureau politique et ce qu'on appelle Jiang Xing qui était la quatrième épouse de Mao. L'autre groupe, Zhou Enlai meurt, Li Xiaoqi meurt, il ne restait que Deng Xiaoping. Mao meurt en 1976, plus précisément le 9 septembre 1976, c'est la mort de Mao. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la mort de Mao? La tendance va exister entre la bande des quatre et le groupe des pragmatiques pour le contrôle du pouvoir. La bande des quatre attrapée et emprisonnée. Le groupe des pragmatiques, il ne restait que Deng Xiaoping. Le 11e congrès de 1977 met fin à la guerre. Le 12e congrès de 1982 officialise l'arrivée de Deng Xiaoping, mais Deng Xiaoping est au pouvoir en 1978. Maintenant, regardez bien. Qu'avait amené Deng Xiaoping? Qu'avait amené Deng Xiaoping au pouvoir? Il a amené... Quelles sont les 4 modernisations de Deng Xiaoping? L'agriculture, l'industrie, la technoscience et l'armée. Et cela a donné la portée. Quelle est la portée? La Chine va avoir l'ouverture sur la scène mondiale. Mais c'est l'époque aussi où la Chine commence à se propager et maintenant à prendre des experts capitalistes pour faire développer son économie. La Chine commence à marcher sur tes 2 jambes. La Chine deviendra un socialisme accompagné par le capitalisme. Et maintenant, la Chine commence à participer sur beaucoup de traités. Mais regardez bien, il y aura quelque chose que Deng Xiaoping a oublié.
développer l'agriculture, développer l'industrie, développer la technoscience, développer l'armée. Mais Deng Xiaoping a oublié la démocratie, qui est l'aspect politique. C'est pourquoi même ces jeunes continuent à semer la terreur et l'anarchie dans le pays jusqu'au printemps de Tiananmen qui met fin à cette leçon. Les regardez bien. On se lance rapidement sur les cas pratiques. Après, on va faire pause. Vous me comprenez? Voilà, ouvrez le document où il y a la décolonisation et la guerre froide. Encore. Il y a des questionnaires là-bas. Il y a des questionnaires. Maintenant, suivez. Parmi les questionnaires, on a mis l'organisation des blocs Est-Ouest et comparée. L'organisation des blocs Est-Ouest est comparée. Regardez. On a bloc. Bloc qui est occidental. On l'appelle bloc de l'Ouest. Maintenant, autour de quoi? Qui consiste autour de quoi? Et maintenant l'autre, qui est le bloc oriental, le bloc oriental appelé Est. Ces deux blocs se bipolarisent autour des superpuissances. Quelles sont les superpuissances? Les États-Unis à l'ouest, l'URSS à l'est. Mais autour d'une idéologie. Quelle est l'idéologie? Ce qu'on appelle le communisme. Terme plus exagéré du socialisme, qui est une doctrine visant à la suppression des inégalités sociales créées par le système capitaliste. Alors que pour l'idéologie des États-Unis, c'est libéralisme. Quand on parle de libéralisme, on parle de la propriété privée basée sur la libre-échange, la recherche de profit et la concurrence. Mais aussi autour de l'aspect économique. Quand on parle de l'aspect économique, on doit mettre en considération pour le bloc de l'Est CAEM, Conseil d'assistance économique et mutuelle, ou l'ancien nom en anglais Comecon. Alors que pour le bloc de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle l'Organisation européenne de coopération économique, qui deviendra OCDE à partir de 1961. Mais sur le plan militaire, regardez bien l'exercice. Il y a ici Pacte de Varsovie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'OTAN. Pacte de Varsovie et l'OTAN. L'OTAN est plus vaste que le pacte de Varsovie parce que pour les pays de l'Amérique latine, on parle de pacte de Rio. Voilà, maintenant suivez. Et je montre que la bipolarisation qui tourne autour des superpuissances, de l'idéologie économique et militaire. Voilà la première question. Superpuissance, USA, URSS, idéologie, libéralisme, propriété privée, communisme, pur des capitaux socialistes, doctrine visant à la suppression des inégalités sociales, économiques, organisation économique de coopération européenne, conseil d'assistance économique et mutuelle, et on parle de ce qu'on appelle militaire, l'OTAN et pacte de Varsovie. Monsieur le journaliste, vous empêchez à mes élèves de voir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà, on continue. On continue, vous m'excusez. Hein? Voilà. Ensuite, on a dit l'impact de l'équilibre de la terreur sur quoi? Sur les relations internationales. Quel est le rôle que l'équilibre de la terreur a joué sur les relations internationales? Regardez bien. C'est quoi l'équilibre de la terreur? Et l'équilibre de la terreur a eu lieu quand? L'équilibre de la terreur a eu lieu quand? Hein? Quand est-ce qu'a eu lieu l'équilibre de la terreur? C'est lors de la coexistence pacifique. Et qu'est-ce que cela a pu donner lors de la décolonisation? Quel est l'impact que l'équilibre de la terreur a joué sur le processus de la décolonisation? L'équilibre de la terreur. Il y aura
Non, l'impact que l'équilibre de la terreur, quand on parle de l'équilibre de la terreur, ce sont les relations internationales. Quel est l'impact, les conséquences de l'équilibre de la terreur sur la décolonisation? Mais l'équilibre de la terreur a élargi. Qu'est-ce que l'équilibre de la terreur a élargi? Les champs de rivalité. Les champs de rivalité entre qui et qui? Entre les nations Est et Ouest, parce que les États-Unis disposent de la bombe atomique, peuvent défendre certains territoires, et l'URSS dispose des armes aussi capables de dévaster les territoires américains. Prenons le bac 2018. Dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? La similitude entre ces pays. Corée, n'est-ce pas? Vietnam, Allemagne et Chine. L'île du contexte de la décolonisation. Corée divisée en deux, nord et sud, parce que les deux superpuissances détenaient de la bombe atomique. Vietnam, pareil. Allemagne, pareil. Et la Chine, pareil. Quand leur similitude, c'est la partition ou la division. Quand ça va élargir les champs en Asie, en Afrique et au Proche-Orient. Quand on parle du Proche-Orient, on fait allusion à l'Asie. Ensuite, si je ne me trompe pas, suivez, je vais vous donner la correction. On nous demande de donner deux conflits ayant perturbé la détente. Deux conflits ayant perturbé la détente. Deux conflits ayant perturbé la détente, s'il vous plaît. Deux conflits ayant perturbé la détente. Deux conflits ayant perturbé la détente. Perturber la détente. On a? Ah, pourquoi vous refutez ça? Ayant perturbé la détente. Effectivement. Donc, la crise des fusées de Cuba avait perturbé la coexistence pacifique. Mais quelles sont les crises qui ont perturbé la détente? La guerre civile de Viet en 1965, aura ce qu'on appelle la guerre de Yom Kippour, la guerre des 6 jours. Parmi ça, vous prenez deux. Est-ce que vous regardez les questions qu'on pose? Je ne sais pas si vous me comprenez. Le travail est technique. Deux conflits ayant perturbé la détente. La guerre civile de Vietnam en 1965, 1. La guerre des 6 jours en 1967, 2. Soit vous prenez la guerre de Yom Kippour en 1973. Est-ce que vous me suivez? Pas de problème jusqu'à maintenant. Maintenant, regardez bien. On nous demande la portée de la décolonisation. La portée de la décolonisation. Voilà l'impact de la décolonisation sur les relations Est-Ouest. Là-bas, on nous a demandé l'impact de l'équilibre de la terreur sur les relations internationales. L'impact de la décolonisation a eu sur l'impact que la décolonisation a eu sur les relations Est-Ouest. C'est la même question qu'on a changé. Vous voyez les deux questions. Méthode question bi la ñu différencier. Parce que la décolonisation sur les relations Est-Ouest doit élargir les champs de rivalité, parce que ça, ce sont des décolonisations, mais qui ont une certaine dose de relation avec les relations internationales Est-Ouest. C'est la manière de libérer les questions qui ne sont pas les mêmes. Parfois, il faut éviter ça. Les questions ne sont pas du tout compliquées, mais c'est la manière de les poser qui pose énormément de problèmes à l'élève. Mettez-vous là. Regardez bien. On continue sur les questions. Suivez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le contexte d'émergence de la guerre froide et de la décolonisation. Contexte d'émergence de la guerre froide et de la décolonisation. Voilà. Je veux savoir si d'après tout ce qu'on a récapitulé, vous avez compris oui ou non. Quand est-ce s'accélère la décolonisation? Quand est-ce que la décolonisation s'est accélérée? Après la Seconde Guerre? Quand est-ce que démarre la guerre froide? Après la Seconde Guerre, un contexte commun, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. On continue. Suivez bien. Après, je vais vous donner la correction. Ensuite, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, comment était l'Europe? L'Europe était complètement ruinée et dévastée. Ok. Qui sont les vainqueurs de cette guerre? Les États-Unis, l'URSS, la France et la Grande-Bretagne. Qui sont les deux superpuissances parmi ces deux? Les États-Unis et l'URSS. Cause générale, conséquence de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est en déclin, l'émergence des États-Unis et de l'URSS.
Maintenant, quelle est la guerre que les États-Unis et l'URSS vont mener? Une autre forme de guerre connue sous le nom de la guerre qui amène la bipolarisation. Est-ce que la bipolarisation permet aux superpuissances, suivez bien, est-ce que la bipolarisation permet aux superpuissances d'être en désaccord lors de la décolonisation? Quel est leur but sur la décolonisation? Ils étaient tous les deux contre la colonisation. Ils prônent pour la décolonisation, malgré qu'ils étaient en bipolarisation. Ñom ñaar dañoo diviser seen bloc en deux, mais lors de la colonisation, ils étaient contre tous les deux, pour des raisons particulières et pour des raisons collectives. Et vous mettez la guerre froide et la décolonisation. La guerre froide et la décolonisation. Hein? C'est le contexte d'émergence de la guerre froide et de la décolonisation. Le contexte d'émergence de la guerre froide et de la décolonisation. La guerre froide et la décolonisation. La guerre froide et la décolonisation sont deux phénomènes qui sont nés. Voilà, regardez l'exercice. Sont deux phénomènes qui sont nés. Sont deux phénomènes qui sont nés. Sont deux phénomènes qui sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qui sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on note l'émergence d'un nouvel ordre mondial, 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 caractérisé par le déclin de l'Europe, 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 et l'émergence des deux superpuissances, telles que les États-Unis et l'URSS. Et l'émergence des deux superpuissances, telles que les États-Unis et l'URSS, qui sont antagonistes. Et l'émergence des deux superpuissances, vous pouvez mettre même entre parenthèses États-Unis et URSS, vous savez qui sont les deux superpuissances. Voilà. Et l'émergence des superpuissances qui sont antagonistes. Caractérisées par le déclin de l'Europe, et l'émergence des superpuissances qui sont antagonistes, et l'émergence des superpuissances qui sont antagonistes, et l'émergence des superpuissances qui sont antagonistes, mais s'accordent, Le fait d'être contre la colonisation est appelé l'anticolonial, mais s'accorde sur leur anticolonialisme. Et cela peut nous aider sur beaucoup de choses. C'est le contexte entre la guerre froide et la décolonisation. Contexte de l'émergence. Voilà, pause prière, mais vous me laissez terminer ou bien vous allez prier. Il est quelle heure? 14h11. Je termine rapidement et on va aller prier. Voilà, ensuite on nous demande en quoi consiste la feuille de route. C'est quoi la feuille de route? Et qui avait mené la feuille de route? La feuille de route avait été menée par le quartet. C'est quoi le quartet? L'ensemble formé par l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. L'URSS avait été explosé en 1991. C'est la Russie. Si vous entendez la feuille de route, c'est le processus de... Donc la feuille de route, c'est le processus de paix. Quelles sont les difficultés qui bloquent cette application? Mais en Palestine, pourquoi il n'y aura pas encore la paix? Partage inégal, la question de Jérusalem. Donald Trump même a d'ailleurs transféré l'ambassadeur américain de Tel Aviv à Jérusalem, au moment où les Arabes
prévoient un jour de faire Jérusalem la capitale du palais, de la Palestine. Quel problème là? La question de Jérusalem. Si on vous demande de donner les difficultés qui bloquent l'application de la feuille de route, la question de Jérusalem, parce que Jérusalem est considérée comme une ville interne, mais l'Israël souhaite faire Jérusalem sa capitale. Mais aussi, on peut noter quoi? Les Arabes qui prévoient de faire Jérusalem la capitale de futur État palestinien. Ensuite, l'inégal partage, problème de refus. Problème de réfugiés est né à partir de quoi? Des territoires perdus. Est-ce que vous me comprenez? Qui a des problèmes pour comprendre? Voilà, vous parlez de non linéaire. Benenbi, citer deux conséquences immédiates de la défaite des Arabes en 1948. Deux conséquences de la défaite des Arabes en 1948. 1948, des Arabes, des guerres de 1948, 67 et 73. Je commence par 48. Deux conséquences. Hein? On aura guerre. On a la guerre d'indépendance. On vous demande deux conséquences de la guerre de 1948. Non, deux conséquences, c'est les Arabes, on nous dit. Hein? On aura des refus, les réfugiés, mais aussi on aura les Arabes qui perdent Jérusalem ouest et la Galilée occidentale. Maintenant, ils vont perdre 23% de leurs 45% et se retrouvent avec 22%. Au moment où les Juifs se retrouvent avec 78%. Ou bien vous ne me comprenez pas? On nous demande deux conséquences immédiates des défaites arabes. La Nakba, c'est quoi la Nakba? La grande catastrophe. Mais aussi, ils ont perdu Galilée occidentale et Jérusalem ouest, permettant, au sein des 45% des terres arabes, ils se retrouvent avec 22%, parce que Galilée occidentale et Jérusalem ouest représentent 23% des 45% des terres arabes. Donc, perte de terre et Nakba, qui amène quoi? Des refus. Ces réfugiés sont pris dans un organisme de l'ONU appelé la UNRWA, un office mis en place par l'Organisation des Nations Unies qui se charge de gérer les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Est-ce que vous me suivez? Deux aussi pour la guerre des 6 jours. Deux aussi pour la guerre des 6 jours, en 1967. Les Arabes perdent le Jérusalem Est, la bande de, le plateau de Go, le Sinaï et une partie de la Cisjordanie. Mais vous choisissez deux parmi les 5. L'ONU arrive avec quelle résolution? 242 qui demande à l'Israël de se retirer des terres arabes. Et l'Israël avait refusé catégoriquement. Et deux conséquences, c'est les Arabes en 1973. Deux conséquences pour les Arabes. Mais les conséquences peuvent être négatives en même temps positives. Le peuple qui menace d'augmenter les prix du pain. Maintenant, la résolution 338 demande aux Arabes de se retirer des terres humaines, mais 73 même est perdu par les Arabes. Ça, il faut le connaître. Les Arabes ont perdu toutes les batailles. Mais c'est parce que la guerre de 73 est particulière, parce que ce sont les Arabes qui ont attaqué par sur. Voilà. Vous regardez comment sont les exercices. Et pourtant, on n'a fait que des exercices techniques en rapport. Rien n'est compliqué pour la BAC. Il suffit tout simplement de lire les questions. Top les un à un. Est-ce que vous me faites comprendre? Voilà, pause prière et on reviendra.